À l'occasion des Journées du patrimoine, la commune d'Isola avait organisé, sous la direction d'Edmond Clary, une visite explicative sur le contexte historique des constructions militaires se trouvant au col de la Lombarde. Donc ça sera simple. C'est bien un grand mot de parler de conférence. Mais bon, pourquoi pas, on discute au moins en présentation, quoi. Voilà. Donc le thème, c'était les ouvrages militaires qui sont liés à la commune et puis évidemment au lieu, quoi, au lieu. Alors, l'intérêt ici, quand même, c'est déjà de commencer comme ça, c'est que là, vous avez une série d'ouvrages qui sont les plus anciens, qui datent des années 1800 et qui étaient qui ont été construits par les Piémontais. Et donc, puisqu'ici c'est la frontière italienne maintenant, mais que depuis longtemps, l'Italie, enfin en tous les cas, le Piémont est présent parce qu'effectivement c'est un lieu de passage et que le Piémont est donc ici au nord du département, au nord de la frontière. Et donc il y a eu l'armée sarde qui a construit des ouvrages pour abriter les militaires sardes, quoi. Voilà. Donc encore une fois, ça c'est les premiers, c'est-à-dire c'est l'époque napoléonienne. Et il y a 15 bâtiments là, qui sont côte à côte et qui accueillaient une trentaine de militaires. Et souvent, enfin évidemment, c'était des lieux de passage ou c'était pour la défense, pour des situations comment dire, liées justement au conflit, parce qu'il y a eu plein d'évolutions très importantes donc dans l'histoire de cette région qui a souvent changé de statut. Alors il faut présenter un petit peu en gros quand même le contexte du comté de Nice, puisque Isola, comme d'ailleurs une partie du Piémont, a toujours fait partie du comté de Nice. Et en fait, on remonte en gros au IXe siècle, où le comté de Nice était sous la dépendance de la Provence, 9e siècle, hein, voilà. Et jusqu'en 1388, où le comté de Provence était en difficulté et donc n'assurait plus cette protection que souhaitaient donc les gens d'ici, enfin les gens du comté, puisque c'était évidemment le littoral et puis la montagne. Et donc le comté de Nice a décidé de passer sous la coupe du comté de Savoie. Ouais. Donc ça c'est 9e siècle, alors que donc le transfert a été fait en 1388, c'est la dédition. Donc ça a changé complètement évidemment la face des choses, hein. Mais bon, il y a eu quand même depuis cette période beaucoup de changements, beaucoup de luttes entre la France. Enfin, la situation était complexe
parce qu'effectivement, c'était pas, les frontières n'étaient pas bien établies. Il y avait des guerres qui comprenaient l'Autriche, même l'Espagne, enfin ainsi de suite. Tout ça, c'est des luttes d'influence. Alors ça, donc cette première étape, c'était donc sous la coupe du duc de Savoie, qui s'est étendu après, qui est devenu le duc de Piémont-Sardaigne, le royaume de Piémont-Sardaigne. Et donc, c'est une situation qui est extrêmement complexe. Pour vous donner ces quelques étapes. Ensuite, donc, Sardaigne jusque donc, la Révolution française en 1792. Les révolutionnaires ont pris l'ensemble ici, et donc c'est devenu un département français jusqu'en 1814. Et c'est compliqué, hein. Et ensuite, en 1814, le royaume d'Italie, pas le royaume, le royaume d'Italie, c'est Piémont-Sardaigne, a repris donc la souveraineté sur l'ensemble du territoire ici. Et jusqu'en 1860, où, encore une fois, si on se situe au niveau du comté de Nice, où le comté de Nice est devenu français là par une annexion, puisqu'en fait, il y a eu un accord entre Cavour qui voulait faire l'unité italienne, et puis Napoléon III, qui donc Cavour a accepté un accord pour que justement Nice devienne française, et que c'était pour battre, l'aide française était en contrepartie pour battre les Autrichiens. En Italie, c'était quand même plein de conflits, quoi, globalement. Voilà. Et donc depuis 1860, tout ce territoire, donc le côté de Nice, est devenu français. Voilà. Et donc Isola compris. Alors bon, ça c'est un résumé succinct, mais c'est très complexe, et vraiment pour le développer il faudrait beaucoup de temps, et je ne sais pas si c'est compréhensible comme ça en parlant simplement. Ouais. Alors à Isola, parce que ça c'est en fait, puisqu'on en revient disons à la dernière période, c'est après 18... Donc on situe, si vous voulez, ces casernements en 1800 globalement. Et ensuite est arrivée donc la guerre de 14-18, et puis les prémices de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc il y avait l'Italie et la France, donc, qui était voisine, bien sûr. Et donc il y avait la préparation de la situation conflictuelle entre l'Allemagne et la France, et avec l'Italie, comme l'Italie était alliée de l'Allemagne, et donc l'Italie a militarisé tout l'ensemble du territoire ici, parce qu'effectivement en 1860, toute cette partie-là, donc du début juste après le village d'Isola jusque tout le Val de Chastillon était en territoire italien. Donc ici, l'Italie a fait. Alors, il faut dire aussi que c'était un territoire italien, mais sur la commune d'Isola. Et ça n'a pas changé, quoi, hein, puisqu'une partie est passée à l'Italie. Donc l'Italie a militarisé, puisque dans une situation conflictuelle, il voulait défendre et empêcher que l'armée française puisse monter dans le vallon de Chastillon, et donc il voulait dominer, s'il voulait, en fait, le dessus de ce qui surplombe la vallée de la Tinée, hein, vous voyez, voilà. Donc l'Italie a construit, c'est l'époque mussolinienne, quoi, dans les années 30-35, a construit plein de fortifications.
qui justement éviter éviter, disons, à la France, enfin, ne permettait pas à la France de pouvoir passer ici, quoi, globalement, donc conquérir. C'est italien, ça. Oui, oui, c'est tout. La France les a récupérés quand... Non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est des casernements qui abritaient les soldats italiens. Ils ont été construits par les Italiens. Oui, absolument. Mais ensuite, il y a ces fortifications. Donc, on passe là à la Deuxième Guerre mondiale, à la préparation de la Deuxième Guerre mondiale, où sur tous les sommets ici frontaliers, donc entre ici et jusque sur le territoire d'Isola, jusque après Sainte-Anne et jusque donc la limite avec Saint-Étienne, mais ça continuait comme ça. Ils ont fortifié tout ça pour justement empêcher qu'il y ait d'invasion des Français dans tout ce territoire. Et ensuite, deuxièmement, et au préalable, il y a eu la même chose, s'était produite du côté français. C'est des ouvrages qu'a construit qui font partie de la ligne Maginot. La ligne Maginot, justement, les Français voulaient défendre le territoire en construisant en construisant des ouvrages militaires pour effectivement que dans le conflit, on puisse donc avoir une défense. Alors, il y en a eu un petit peu partout, là, imaginons, c'est dans toute la ligne frontalière entre la France, l'Italie et puis la France et l'Allemagne. Oui. Et donc, il y a plein de fortifications sur le littoral. Sainte-Agnès, Reims-Place, enfin vous en voyez dans toute la vallée de la Tinée. Hein. Donc entre autres, et à Isola justement, en village, il y a un ouvrage qui est un fort qui n'est pas très important sur le plan du nombre de présence, mais il y avait en gros une cinquantaine de militaires avec des moyens de défense importants, qui a servi qui a pu servir à un moment donné, mais assez peu, quoi, parce qu'en fait, globalement, comment dire, il n'y a pas eu de combat avant, quoi. Donc il y a eu des combats importants au moment du début de la guerre, 39-45, et ensuite au moment de la libération surtout. La libération, donc... Le reste du temps, il s'est rien passé. Il s'est passé beaucoup de choses, mais rien de très important. Mais donc cet ouvrage a peu servi, voilà. Mais bon, ça existe quand même, et donc c'est l'ouvrage de Luch, hein, au début du chemin de Luch, que beaucoup connaissent évidemment. Hein, voilà. Et donc pour revenir à la situation du col de la Lambarde, le col donc, a connu plein de situations en 1200 ans, quoi. Plein de situations conflictuelles où il y a des troupes qui sont intervenues, que ce soit donc, dans toutes ces périodes que j'évoquais tout à l'heure, sous la domination et des luttes entre Provence, entre ducs de Provence, entre il y avait même l'Espagne qui n'était pas du tout, évidemment, comme maintenant. Enfin, toute l'Europe était tout à fait différente, quoi. Enfin, ils ne s'étaient pas organisés, quoi, globalement. C'était plein de luttes. Donc, effectivement, c'est un endroit qui était très, très passant, quoi, enfin, globalement. Et en même temps, c'était un lieu de passage, mais dans le civil, quoi, disons, parce que à l'époque, il n'y avait pas de route qui descendait sur Nice. Attention, oui, qui descendait sur Nice, et il fallait 26 heures pour aller à Nice, d'Isola. Oui, donc 3 jours.
Alors que, c'est vrai, venir ici, ça demande 4 heures, quoi, seulement. Hein, voilà. Donc, les gens circulaient peu, mais bon, quand ils circulaient, ils passaient par toutes les crêtes, quoi, globalement. Ils descendaient à la Vésubie et ils remontaient jusque donc le Tourette-Levin, c'est qu'ils allaient sur les... Il fallait 3 jours, quoi, pratiquement, pour y aller. Hein. Voilà, donc... au point de vue passage, donc c'est un lieu, le col de la Lombarde est un col, il est un col qui est un passage important, quoi. Hein, voilà. Depuis, évidemment, il y a la route, et la route est devenue internationale, et donc on le voit tous les jours, il y a beaucoup de passants. Voilà, en gros. En ce qui concerne donc les ouvrages militaires, ce qu'on peut voir, si vous voulez, c'est donc ces casernements qui sont bien dégradés, mais que je pense on va sauver, j'espère, au moins partiellement. Et ensuite, il y a donc deuxième élément au col, c'est il y a deux bunkers assez importants, un derrière là, et celui-là il est plus difficilement accessible, donc on va aller à celui qui est ici près du chemin et qui est donc accessible par un chemin qui n'est pas pentu. Et là, donc c'est un ouvrage de l'après-guerre mondiale, quoi. Et donc on pourra, c'est ouvert, donc on pourra voir un petit peu comment c'est, et pour justement découvrir, essayer d'avoir une meilleure connaissance du coin, quoi. Alors, il y a déjà des choses qui ont été faites sur le plan touristique et connaissances. C'est entre autres le chemin des Italiens, que beaucoup de vous connaissez certainement, voilà, qui a été aménagé justement, qui est intéressant parce qu'effectivement il y a c'est didactique, quoi, c'est-à-dire qu'il y a des explications un petit peu sur tout le parcours. Et ensuite maintenant il y a un deuxième ouvrage qui est, vous l'avez connaissez peut-être, non? Oui, vous l'avez vu, non? Ouais. Voilà. Et donc, qui lui est peut-être quand même. Apparemment, c'est intéressant. Je ne l'ai pas vu encore. Hein, c'est de cette année. Mais qui est justement, lui, situé sur la crête qui domine la vallée de la Tinée. Hein. Donc, c'est un petit peu difficile pour le cheminement. Mais il paraît que c'est vraiment. Il y a des explications vachement intéressantes. Et celui-là sera aménagé avec des meubles à l'intérieur, enfin des anciens lits militaires, enfin ainsi de suite, et en même temps peut-être des armes, des anciens canons, enfin de la guerre. Et voilà, donc ça sera l'occasion de le visiter, pas aujourd'hui, mais dans le futur. Voilà. Hein. Voilà en gros ce que je voulais dire dans l'immédiat. Mais on peut très bien donc faire ça, si effectivement dans la phase de préparation de la Deuxième Guerre mondiale, les Italiens, l'armée italienne a donc construit beaucoup, et pour ces constructions d'ouvrages, ils ont installé des téléphériques pour monter les matériels et après pour monter les munitions. Et donc il y avait non seulement des pistes qu'ils ont dû faire pour justement ces constructions, mais c'était un très très gros chantier, quoi, évidemment, puisque en fait il y avait, ne serait-ce que à Chastillon, donc l'emplacement d'Isola 2000, il y avait 3000 soldats qui étaient là. Plus, il y en a eu plus à un moment donné. D'ailleurs, il y a une photo de la chapelle, justement, puisqu'il y avait des ouvrages, il y avait plutôt des manifestations religieuses, quoi, pour les soldats, où il y avait 500 soldats qui étaient là, quoi. Bon, cette photo ne montre pas 500 soldats, mais enfin, ils étaient nombreux. Et ensuite, il y en avait aussi au bas de Sainte-Anne.
et un petit peu partout disséminés dans le coin, quoi. Voilà. Donc c'était quelque chose d'important. Et alors dans la construction des ouvrages, c'est ce qui aussi qu'on remarque, c'est que pour cacher, pour pas qu'on distingue, là on les voit bien, ceux de là, puisque en fait c'est des ouvrages en béton qui sont recouverts, évidemment, comme oui, qui sont recouverts normalement par du ciment, voilà, qu'on voit bien qu'il est béton. Et donc l'astuce était d'intégrer des pierres dans le béton, pour justement que ça ressemble bien au paysage local, quoi. D'ailleurs, c'est vrai que quand on voit surtout ceux derrière, et bien vous verrez sur ceux qui sont sur le côté là, quand on les voit d'en bas et quand on monte le télésiège de la Lambarde, c'est vrai qu'on les voit pas facilement, quoi, parce qu'en fait ça ressemble bien au paysage, quoi. Voilà, c'est bien intégré. Donc ça a été un côté remarquable de la construction, quoi. Voilà. Voilà, en gros. Le nom de ces ouvrages. C'est les trunes. Oui, si tu veux. Des trunes, c'est fréquent en Italie. Alors, la signification, je la connais pas ou je l'ai oubliée. Non, qu'est-ce que c'est? Toi qui connais? Non, tu connais pas? Ah d'accord. Non, c'est un nom italien. Enfin, c'est en fait une caverne, mais bon, c'est plus. Il n'y a pas de traduction. C'est un nom particulier, quoi, disons, hein, lié à ça. Mais j'ai pas d'explication autre que celle-là. Donc, encore une fois, c'est courant. Parce que de toute façon, ce que je disais tout à l'heure par rapport, évidemment, à la situation évolutive au cours des siècles, ça concernait toutes les Alpes, quoi. Les Alpes, en tous les cas, méridionales, quoi, hein, voilà. Et donc, il y a un petit peu partout. Les Italiens ont construit beaucoup d'ouvrages comme ça, quoi, hein. C'est des ouvrages simples, mais quand même qui sont intéressants parce que effectivement ils ont une architecture particulière, que d'autre part bon, ils sont connus et que c'est du patrimoine qu'il faut préserver, quoi. Et nous on va assurer, disons, cette protection. On avance un petit peu là, voilà. Vous en aimez quelque part ? Ici, c'était occupé par les Allemands, hein, jusqu'en avril 1945. Et là, les derniers combats, dans les derniers combats, l'armée française, c'était la première DFL, donc a dégagé les fortifications et fait partir les Allemands d'ici. Hein, puisque l'Italie était finie d'ailleurs, parce qu'au point de vue combat, quoi. Et donc c'était les Allemands. Et l'armée française a envahi et monté ici en avril 1945, il y avait une grande masse de neige, justement, encore au niveau du col. Et donc ils ont eu beaucoup de difficultés. Et il y a 11 000 militaires qui sont passés ici. Vous imaginez un petit peu. Ils sont descendus donc à la vallée de l'Astour jusqu'à Borgo San Dalmas. Et là, c'était fini, quoi. Globalement, De Gaulle a dit on arrête. Parce qu'ils étaient battus, quoi, voilà. Donc les Allemands sont partis. C'est pour vous dire, le passage, quoi, ça a été quelque chose de fort. Voilà. C'est la première DFL. Voilà, il y a des manifestations d'ailleurs historiques là-dessus, quoi. Voilà. Et c'est à ce moment-là, en 1947, que tout le territoire est redevenu français, quoi, voilà. S'en est suivi ensuite une visite de ce que nous Français pourrions appeler le blocos du col de la Lambarde et que l'armée italienne dénommait l'ouvrage 175 Terre. L'armée italienne donnant des numéros à toutes ses constructions militaires et non des dénominations géographiques.
Comme le soulignait Edmond, l'armée italienne camouflait à merveille ses constructions militaires et l'ouvrage 175 bis en est le parfait exemple.